Sophie rentrait chez elle en larmes. Son corps est trempé par la pluie. La belle robe qu'elle portait pour l'occasion solennelle collait à son corps. Ses cheveux s'accrochaient en mèches ternes le long de son visage sans même envisager de s'abriter de la pluie. Sophie se dit que c'est mieux ainsi. La pluie dissimulait ses larmes, qui ruisselaient sur ses joues, les rendant indiscernables des gouttes de pluie. Ron, comment aurait-il pu, l'homme que Sophie avait toujours considéré comme le plus courageux, le plus fiable et le plus aimant, se cachait maintenant derrière le dos de son père silencieux tandis que sa mère ne ménageait pas ses mots ce soir. Absorbée dans ses pensées malheureuses, Sophie ne remarqua pas comment elle arrivait à la maison. C'est le propre du stress. La jeune fille ne remarqua pas qu'elle avait parcouru environ 5 kilomètres. Sophie s'arrêta. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle dans cet état. Sa mère allait commencer à poser des questions, à s'inquiéter et à devenir anxieuse. Cela pourrait même être dangereux. Hélène avait un cœur fragile et son état s'était aggravé avec l'âge, surtout ces derniers temps. Sophie doit éviter de causer des soucis inutiles. Elle décida donc d'aller au centre commercial voisin, de se sécher un peu, de prendre un café dans l'aire de restauration, de récupérer, puis d'arborer un de ses sourires complaisants avant de se montrer à sa mère. S'occuper de sa mère est devenu une seconde nature pour Sophie, depuis son enfance. Sophie avait déjà assisté à de nombreuses crises cardiaques. Parfois, Hélène avait même été hospitalisée. Comme il n'avait pas de parents pour s'occuper de la petite fille, la jeune Sophie était souvent confiée à des voisins pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Un jour, Sophie a surpris une conversation entre sa mère et son amie et a appris qu'il était interdit à cette dernière d'avoir des enfants. Et la jeune fille a alors posé des questions à sa mère. Et Hélène a d'abord nié tout ce qui se passait, avant de passer aux aveux. Oui, ils m'ont mise en garde, a dit sa mère, mais leurs prédictions se sont révélées fausses. Elle ne croyait pas du tout que je pouvais te porter. Ils ont prédit que je serais morte à la mandat, et puis je me suis dit, pourquoi devrais-je vivre si je ne peux pas t'avoir? Tu étais déjà avec moi, tu vivais dans mon cœur. Comment pourrais-je me débarrasser de toi? Non. C'était la décision la plus sincère de ma vie. Parfois, Sophie se sentait coupable, croyant que c'était de sa faute si sa mère avait de tels problèmes de santé, mais Hélène, s'en apercevant, se mettait toujours en colère contre elle. Ne pensez même pas à une telle chose. J'ai toujours voulu avoir une fille comme toi, et je suis heureuse d'avoir déjoué tous les pronostics. J'avais raison, d'ailleurs. Oui, j'ai un problème cardiaque, mais qui peut garantir que cela ne serait pas arrivé même sans accoucher? J'en souffre depuis mon enfance. Au début, les médecins ont dit que je ne survivrais pas à la grossesse. Puis ils ont dit que je ne survivrais pas à l'accouchement. Plus tard, ils m'ont assuré que tu finirais dans un orphelinat à l'âge de 2 ou 3 ans. Et qu'en est-il aujourd'hui? Hélène répétait souvent à Sophie qu'elle était le cadeau le plus précieux que la vie lui avait offert, et qu'avoir un enfant aussi merveilleux était un grand bonheur. Parfois, sa mère parlait du père de Sophie. Sophie comprend que sa mère l'aime profondément, même si elle ne sait pas grand-chose de lui. Ils s'étaient rencontrés par hasard, sur le pont. Le beau jeune homme était venu en ville pour un congrès d'étudiants. Tandis qu'Hélène était en vacances pour la première fois de sa vie. Elle travaillait comme couturière dans un atelier d'une ville de province et économisait depuis 1 an pour faire ce voyage. Les deux jeunes gens ont tout de suite sympathisé. Ils ont passé 2 jours à se promener ensemble dans les rues pittoresques de la ville et à s'asseoir dans les cafés. Nick s'est révélé être un interlocuteur intelligent et intéressant, qui a su captiver la jeune fille. Hélène a eu le coup de foudre, à la fin des 2 jours, a accepté de monter dans sa chambre d'hôtel. Tous deux pensaient que ce n'était que le début de leur relation, mais le destin avait d'autres projets. Ils ont convenu de se retrouver sur la place à l'heure du déjeuner le lendemain, après que Nick ait terminé ses études. Cependant, Hélène n'a jamais attendu son amant. Elle soupçonne d'abord qu'il l'a trompée, mais il la regarde avec admiration en lui tenant gentiment les mains. Non, ce n'est pas possible. Les yeux ne mentent pas. La jeune fille se rendit à l'hôtel où logeait le jeune homme. Elle y découvrit que les étudiants avaient été emmenés d'urgence à une activité quelconque. Tu vois, ma fille, ils ne pouvaient pas venir à la réunion.
Il ne pouvait pas s'échapper. C'est ainsi que nous nous sommes perdus. Et la mère de Sophie soupire avec un sourire triste en racontant l'histoire à sa fille. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Se retrouver à travers les vastes étendues du pays était impossible. Nous n'avions pas le temps d'échanger nos adresses. J'y les chercher, j'ai essayé de recueillir des informations sur sa ville ou son université auprès du personnel de l'hôtel. Ils ont refusé, sous prétexte que c'était confidentiel. Je suis sûr qu'il essayait aussi de me trouver, mais au moins je t'avais encore. Comment aurais-je pu refuser un tel bonheur, se remémorant la triste histoire d'amour de sa mère. Sophie s'installe à une table cachée derrière une colonne. Elle ne veut pas que les gens la regardent en ce moment. À l'étage supérieur du centre commercial, une foule de gens circulent, dont des couples d'amoureux. Des jeunes s'embrassaient et se souriaient, comme Ron et elle l'avaient fait il y a peu. Le serveur souriant apporta à Sophie son café et lui souhaita une bonne journée. Il avait l'air sympathique, mais en réalité il était indifférent. Peu lui importait le genre de journée que Sophie allait passer. Ce n'était que son travail. Et la seule personne au monde qui se souciait d'elle était sa mère. Et la santé de cette dernière se détériorait. Cependant, jusqu'à ce soir, Sophie avait gardé l'espoir que Ron l'aimait vraiment lui aussi. Il le lui avait dit tant de fois, mais il mentait. Sophie savoura la boisson chaude et aromatique de l'été, trouvant du plaisir dans sa chaleur. Elle se sentait un peu plus légère, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose que Ron ait montré son vrai visage aujourd'hui. Ce serait bien pire si leur relation devenait plus sérieuse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il révélerait sa vraie nature. Mais qu'est-ce qui pouvait être plus sérieux que ce qu'ils avaient? Sophie avait même cru qu'il était sur le point de la demander en mariage. Sinon, pourquoi l'aurait-il soudainement présenté à ses parents? N'était-ce pas là un signe de sérieux? Sophie venait de terminer l'école de couture et était devenue couturière comme sa mère. Elle adorait ce métier depuis qu'elle était toute petite et qu'elle habillait ses nombreuses poupées. Elle aimait imaginer des modèles intéressants et choisir les tissus. C'était comme de la magie. Un morceau de tissu ou quelques chutes se transformait en une magnifique robe, transformant n'importe quelle poupée en princesse. Sa mère travaillait de longues heures, laissant souvent Sophie seule à la maison, mais la jeune fille ne s'ennuyait jamais. La couture la distrait, l'amuse et lui procure du plaisir. Sa mère, en rentrant du travail, admire sincèrement les créations de sa fille et lui prédit une carrière de styliste. Elle a même rencontré les principaux chefs-d'œuvre de Sophie dans son propre atelier et les a montrés à ses collègues. Mais bien sûr, Sophie n'est pas devenue créatrice de mode. Après avoir terminé l'école, elle a suivi des cours de couture et est devenue couturière. Elle travaille maintenant dans un atelier près de chez elle. Elle aime son travail et excelle dans l'art d'ajuster parfaitement les tenues aux silhouettes des clientes. Au fil du temps, elle s'est vue confier les cas les plus difficiles, dont elle s'est acquittée avec aisance. Sophie commanda un autre café pour se réchauffer. Elle ne veut pas tomber malade et contaminer sa mère. Cela pourrait être très dangereux pour elle. Récemment, Sophie avait accompli quelque chose de presque impossible. Elle avait organisé une consultation avec un professeur de cardiologie renommé, et cela ne lui avait rien coûté. Sa mère serait examinée par le meilleur spécialiste en la matière, qui pourrait lui prescrire un plan de traitement pour soulager son état. Malgré sa quarantaine, sa mère a du mal à respirer en marchant, comme une femme âgée. L'armoire de la salle de bain est remplie de bouteilles de médicaments. Tout cela inquiète et effraie Sophie. Eutéron, d'une manière ou d'une autre, distrayait la jeune fille de ses tristes pensées. Il la transportait dans un autre monde par le simple fait d'exister. Le fils de parents riches flottait comme un papillon insouciant, rencontrant des amis, voyageant et faisant la fête. Toujours souriant et enjoué, il rayonnait d'optimisme autour de lui. Et, bien sûr, Ron était beau, grand, athlétique, avec des traits bien définis. Un large sourire aux dents blanches et de charmantes fossettes sur les joues. Elle avait un large sourire aux dents blanches et de charmantes fossettes sur les joues. Son corps était toujours bronzé. Ron voyageait souvent pour profiter du soleil et barboter dans les vagues turquoises. En outre,
Ron s'habillait avec style et goût. Il avait l'air d'un type issu d'un magazine de mode et aurait pu facilement devenir mannequin. Mais il avait des projets de vie tout à fait différents. Elle étudiait dans une prestigieuse université économique et approchait de la fin de son avant-dernière année lorsqu'il a rencontré Sophie. L'année qui s'annonçait était pour lui un mélange de défis et d'excitation. Les examens, la rédaction de son diplôme, l'obtention de son diplôme et l'entrée dans l'entreprise de son père. Son père est un homme d'affaires local bien connu, propriétaire d'un réseau de services automobiles. Qu'est-ce qui peut bien relier ce représentant de la jeunesse dorée à une couturière en proie à des difficultés financières? Leur rencontre fatidique a lieu dans une boîte de nuit. Sophie n'est pas une adepte de ce genre d'endroit, principalement en raison des dépenses élevées. Elle dépensait un quart de son salaire pour aller dans cette boîte, ce qui était assez irrationnel compte tenu de sa situation. Cependant, son amie d'enfance et voisine Cathy a supplié Sophie de l'accompagner. Comment Sophie pourrait-elle lui refuser? D'emblée, Sophie n'a pas apprécié le club. Après avoir pris une table, Cathy se précipite immédiatement sur la piste de danse. Sophie aperçoit la silhouette de son amie au milieu de la foule qui danse et se demande ce qui l'attire dans cet endroit. Et la musique était si forte qu'on avait l'impression que les tympans allaient exploser. On y étouffe, on s'y sent à l'étroit et on y fume. Mais comme elle était déjà là, Sophie se sentait obligée de rester avec son amie jusqu'à la fin. Elle ne pouvait pas la laisser seule. Cathy réussit à entraîner Sophie sur la piste de danse à plusieurs reprises. « Tu es venue ici juste pour t'asseoir ?» demande Cathy, les yeux pleins de joie. C'est ainsi que Sophie s'est mise à danser au milieu de la foule de jeunes gens. C'était vraiment agréable de se laisser aller et de s'abandonner au rythme de la musique. À eu cours de l'un de ces moments, Ron s'approcha d'elle. Il se mit à côté d'elle et commença à danser en imitant et en complimentant les mouvements de Sophie. La jeune fille se sentit gênée et s'arrêta de danser. Mais il lui sourit chaleureusement et lui prit la main, l'entraînant dans sa danse. Ils se sentaient si habiles et si à l'aise qu'ils avaient l'impression de ne faire qu'un. C'était une sensation irrésistible. Tout en dansant, Sophie jetait des coups d'œil à son partenaire inattendu. Il était indéniablement beau, élégant et impeccablement habillé. Comment un homme comme lui pouvait-il la remarquer? Peut-être que la danse se terminerait, qu'il sourirait et retournerait auprès de ses amis tout aussi fortunés. Mais Ron ne partit pas. Il demanda la permission de raccompagner Sophie à sa table. Comme Cathy envisageait encore la piste de danse, il n'y avait personne à la table. Le jeune homme demanda à rejoindre Sophie. Le cœur de la jeune fille s'emballa comme un marteau-piqueur. Elle n'arrivait pas à croire qu'un tel homme voulait lui parler. Ils essayèrent de discuter ce soir-là, mais la musique forte rendait la chose presque impossible. Néanmoins, Ron réussit à faire à Sophie des compliments qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Tu es incroyablement belle et gracieuse. Tes yeux sont stupéfiants. Dès que je les ai vus, quelque chose en moi a basculé, dit Ron en regardant Sophie droit dans les yeux, et il paraissait vraiment sérieux. Et elle était claire qu'il ne plaisantait pas, mais qu'il exprimait ce qu'il ressentait vraiment. Sophie était déconcertée. Auparavant, elle n'avait reçu que des compliments sur son talent indéniable pour la couture. Elle ne savait pas qu'elle était belle. À l'école, les garçons ne faisaient jamais attention à elle. Ils ne remarquaient que ses camarades de classe, qui avaient des traits physiques plus marqués, alors que Sophie était maigre, grande et anguleuse. À l'école de couture, il n'y avait pas de garçons, et il en allait de même au travail. C'était donc la première fois que Sophie recevait des compliments aussi délicieux qui lui faisaient tourner la tête. Bien sûr, elle tomba immédiatement amoureuse de Ron. À ses yeux, c'était le plus beau garçon de la terre. Cependant, elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse y avoir quoi que ce soit entre eux. Ils étaient trop différents. Ron a demandé à Sophie son numéro de téléphone et elle le lui a dicté. Il a appelé son téléphone pour s'assurer qu'elle avait bien son numéro, puis il a raccompagné Sophie et Cathy en taxi. Cathy a essayé de flirter avec Ron pendant tout le trajet. Elle, échauffée par les boissons et les émotions vives, n'a pas tout de suite remarqué que Ron ne sympathisait pas avec elle. Il a poliment repoussé ses avances, ce qui n'a fait que captiver davantage Sophie. Avant de prendre congé, Ron embrassa la main de Sophie.
Il était évident qu'il désirait davantage la prendre dans ses bras. Peut-être même l'embrasser sur les lèvres. Sophie sentit son désir, mais Ron se retint et se contenta d'un geste élégant. Malgré cela, Sophie doutait que Ron la rappelle. Le lendemain était un jour de congé, et Sophie ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. D'un côté, elle avait hâte que Ron l'appelle et qu'elle ressente les mêmes émotions que la veille. D'autre part, elle craignait qu'il ne la déçoive. Si Ron trouvait des défauts à la lumière du jour, la trouvait ennuyeuse ou réalisait qu'ils étaient incompatibles. L'idée de voir la déception dans ses yeux l'effrayait. Lorsque Ron a appelé, il a proposé de passer prendre Sophie dans 1 heure, d'aller se promener dans le parc et d'apprendre à mieux se connaître. Il lui avoue qu'il ne cesse de penser à elle depuis leur rencontre de la veille. Sophie accepte avec plaisir et commence à se préparer pour le rendez-vous avec excitation. Elle essaie toutes les tenues et se maquille même légèrement, ce qu'elle fait rarement. Elle voulait cacher son agitation à sa mère, pour ne pas l'inquiéter. Mais la femme l'a remarqué et lui a demandé en souriant si elle avait un rendez-vous. « Je suis contente pour toi. Fais attention, d'accord, ne t'inquiète pas, maman. » Sophie rassure sa mère. Ils vont dans un endroit très fréquenté. Sophie choisit de ne pas mentionner qu'elle allait monter dans la voiture d'une personne qui lui était presque inconnue. Elle ne pouvait pas prouver que Ron était un homme bon, mais elle avait vu ses yeux, et cela lui suffisait pour s'en rendre compte. Sophie ne s'y connaissait pas en voiture, mais lorsqu'elle vit la luxueuse voiture de Ron, elle fut stupéfaite. C'était un modèle bleu foncé, brillant et aérodynamique. La calèche est servie. Ron sourit depuis le siège du conducteur. Sophie prend son courage à 2 mains et monte dans la voiture. Malgré la grande différence de richesse, Ron la traite avec sincérité, plaisante, la complimente, lui pose des questions sur sa vie et lui parle de lui. Peu à peu, Sophie se détend. Ron était naturel, intelligent et charmant. Et elle n'avait rien à voir avec les fils gâtés de parents riches. Ils se sont promenés tranquillement dans un beau parc, admirant les fontaines, nourrissant les canards et riant ensemble. J'ai l'impression d'avoir enfin rencontré l'âme sœur, dit Ron à Sophie. Tu es si authentique, tu ne ressembles à aucune des personnes que j'ai rencontrées. Et les autres ? Sophie sourit. Est-ce qu'ils sont artificiels ou quelque chose comme ça ? Tout à fait. Artificiel ? S'exclama Ron. C'est le mot parfait. La plupart des filles sont arrogantes, exigeantes et capricieuses. Elles ne me voient que comme un portefeuille et pour mon apparence. Je le sens. Mais avec toi, c'est tout à fait différent. Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie. Elle était ravie de savoir qu'elle était spéciale pour Ron, et non pas une personne parmi tant d'autres. Oui, je ne peux que compatir avec toi, plaisanta la jeune fille. Je suppose que tu n'as pas fréquenté les bonnes personnes. Apparemment, Ron lui sourit chaleureusement. Pour Sophie, leur histoire d'amour ressemblait à un conte de fées. Ron lui faisait des surprises. Il la couvrait de compliments, l'emmenait dans des endroits intéressants et non conventionnels de la ville dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Il appréciait sincèrement ses réactions. Surprise et admiration. Tu es si facile à satisfaire, si facile à surprendre, disait-il souvent. C'est merveilleux. Je me sens complètement différent en ta présence. Je n'arrive même pas à l'exprimer. Ron est très impressionné par la sincérité et le caractère gâté de Sophie. Il a pris soin de Sophie, cherchant à lui faire plaisir et à la protéger. C'était incroyablement réconfortant. Pour la première fois, Sophie se sentait comme une vraie princesse, belle, délicate et aimée. Elle ne s'était jamais perçue ainsi auparavant. Hélène a remarqué les changements chez sa fille et a appris l'existence de son petit ami, et elle a commencé à poser des questions sur le choix de sa fille. Lorsqu'elle a appris qu'il était riche, elle s'est sentie mal à l'aise. Fais attention, ma fille. Les riches choisissent souvent des partenaires qui sont leurs égaux, et avec les autres, ils s'amusent et passent du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ces stéréotypes, maman ? Argumente Sophie. Ron n'est pas comme C.A.E.T. Puis, nous sommes au XXIe siècle, et vous vous accrochez encore à des reliques du passé.
Je ne veux pas qu'il te brise le cœur, dit la mère en secouant la tête avec anxiété. Mais en fin de compte, Hélène avait raison. Le temps passe et rien ne change dans le monde. Peut-être que Ron a d'abord été séduit par Sophie. Elle était différente de ses petites amies précédentes, modeste, intacte, travailleuse, sans caprice, obéissante et pleine d'admiration. Sophie s'efforçait surtout de plaire à Ron en s'adaptant à ses désirs et en se rangeant souvent à son avis, même lorsqu'elle pensait différemment. Elle voulait qu'il soit heureux avec elle, mais ils ne pouvaient pas avoir d'avenir ensemble, bien sûr, seulement aveuglés par les sentiments. La jeune fille refusait d'accepter ce fait. Sophie et Ron étaient déjà ensemble depuis près d'1 an. Les relations entre eux étaient devenues de plus en plus sérieuses. Elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Et lui aussi voulait passer le plus de temps possible avec elle. Cependant, Ron terminait ses études et son temps était compté. Un jour, il regarde les photos de voyage de Ron. Un jour, je te montrerai toute cette beauté. Tu seras magnifique dans un maillot de bain blanc contre les vagues de l'océan. Quand je serai diplômée, j'annoncerai que j'ai une fiancée. Une fiancée? Le cœur de Sophie se serre. On aurait dit une demande en mariage. Bien sûr, ma fiancée, acquiesça Ron. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Il me semblait évident que nous allions nous marier. Ce n'est pas encore le bon moment, mais l'événement est tout proche. Sophie serra Ron dans ses bras, se pressant contre lui et fermant les yeux. Elle se sentait vraiment heureuse. Ron ne l'avait pas formellement demandé en mariage. Il n'y a pas eu de bague ni de discussion sur les projets de mariage. Cependant, cette conversation laissait entendre qu'il se marierait tôt ou tard. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Ron a commencé à travailler pour son père. Comme prévu, il commença à gagner un salaire décent. Auparavant, ses parents l'avaient soutenu. Ce que Ron n'a jamais caché. Aujourd'hui, il devient financièrement indépendant, ce qui le réjouit beaucoup. Sophie fêta l'événement avec lui et rêva qu'il le demanderait bientôt en mariage. Cependant, plusieurs mois se sont écoulés après l'obtention de son diplôme et il n'y a toujours pas eu de demande en mariage. Un jour, Ron déclara qu'il était temps pour Sophie de rencontrer ses parents, car leur relation était sérieuse. Sa famille était impatiente de rencontrer l'élu de son cœur. Sophie s'inquiète de la famille de Ron. Et la famille avait toujours été importante pour lui, et elle ne voulait pas décevoir ses parents. Chérie, pourquoi t'inquiètes-tu? Tout va bien se passer. Comme toujours, Sophie crut aux paroles de Ron sans poser de questions. Il avait prouvé qu'il était fort, fiable et décisif. S'il disait que tout irait bien, elle croyait que ce serait le CAS. Et la réunion était prévue pour vendredi soir dans l'un des restaurants les plus luxueux de la ville. Sophie consulta les photos du restaurant sur les réseaux sociaux et devint encore plus nerveuse. Elle se sentait toujours mal à l'aise dans ce genre d'endroit, même si Ron l'avait déjà invitée dans des lieux similaires. Cependant, cette fois-ci, elle devrait interagir avec ses parents. Elle voulait faire bonne impression à ses futurs beaux-parents, en espérant que la paix, l'harmonie et des relations chaleureuses règnent dans leur future famille. Sophie décida de ne pas informer sa mère de la rencontre à venir, afin d'éviter qu'elle ne s'emballe. Depuis quelque temps, sa santé se détériore. Elle avait souvent des vertiges et des maux de cœur. Le simple fait de se rendre au travail était déjà une épreuve. Alors qu'elle devait s'arrêter pour reprendre son souffle à chaque douzaine de pas, les médecins étaient dédaigneux et lui disaient « À quoi vous attendez-vous? Vous souffrez d'une maladie grave. Nous vous avons conseillé de ne pas avoir d'enfants? Mais vous n'avez pas écouté. Et la maladie progresse rapidement. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous ne pouvons pas faire de miracles. Chaque fois que Sophie s'est rendue à l'hôpital, espérant un nouveau traitement efficace, elle a reçu la même réponse. Mais il y a de l'espoir. Une consultation avec un professeur renommé, organisée par Sophie, était prévue prochainement. Pour se rendre au restaurant, Sophie décide de prendre le bus plutôt qu'un taxi, afin d'économiser de l'argent. Le jour de paie était encore dans une semaine, et la plupart de ses revenus du mois avaient déjà été dépensés pour les médicaments de sa mère. Mais la jeune fille n'a pas hésité à prendre le bus.
En fait, elle aimait voyager dans ce transport public à travers la ville, en regardant par la fenêtre. Parfois, elle choisissait délibérément des trajets plus longs pour admirer le paysage de la ville et contempler ses propres pensées. Cependant, cette fois-ci, Sophie n'arrivait pas à se détendre. Des pensées angoissantes se bousculaient dans son esprit. Son intuition lui disait que le dîner ne se déroulerait pas sans heurts. Le bus était presque vide. L'heure de pointe étant passée depuis longtemps, Sophie appuya son front contre la vitre froide et se demanda si elle n'aurait pas dû porter une autre tenue. La robe qu'elle portait était d'une longueur convenable, mais les épaules étaient dénudées. Les parents de Ron la trouveraient-ils trop révélatrice? Peut-être aurait-elle dû opter pour un tailleur pantalon. Les pensées de Sophie furent interrompues par un cri aigu du chef de train, et n'est-ce pas une honte de voyager sans billet à cet âge? Sophie regarde vers le son à l'autre bout du bus. Une scène peu glorieuse se déroulait à côté du siège du conducteur. La conductrice, une femme corpulente, aux cheveux décolorés, à la peinture bon marché, et portant un gilet orange, se tenait au-dessus d'une femme âgée et décharnée. Cette dernière s'est serrée dans son siège, serrant fermement un lourd sac rempli de quelque chose, et a jeté un regard de défi à la conductrice. Je vous le dis, jeune homme, je vais à l'hôpital pour voir mon petit-fils. J'ai dépensé mes derniers sous pour lui acheter des friandises. Vous comprenez? J'ai oublié de laisser de l'argent pour le billet. Est-ce que c'est si dommage si je monte tranquillement à quelques arrêts? Le bus est vide de toute façon, et s'il y a du monde, je laisserai ma place. Le conducteur a répondu avec colère, vous ne devriez vous préoccuper que du paiement du billet. Veuillez payer le montant requis ou quitter le bus. Si je laissais tout le monde monter gratuitement, je serais licencié. Et la femme âgée a continué à expliquer qu'elle allait rendre visite à son petit-fils à l'hôpital et qu'elle lui avait acheté des médicaments, de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Elle tente désespérément de toucher le cœur du conducteur. Mais ce dernier s'entête, exigeant le paiement de la course ou demandant à la vieille dame de s'en aller. Sophie éprouve une profonde sympathie pour cette femme si désireuse de voir son petit-fils. Le prix de la course n'est pas très élevé. Sophie n'était pas riche, mais elle savait qu'elle pouvait donner un peu de monnaie pour une bonne action. Je vais payer pour cette mamie, dit Sophie en lui tendant de la monnaie. Le contrôleur regarda la vieille dame avec mépris et donna un ticket à Sophie. Sophie tendit immédiatement le billet à la vieille dame et voulut retourner à sa place. Mais la passagère, reconnaissante, saisit la main de Sophie avec sa paume sèche et étonnamment forte. Merci pour votre gentillesse, dit-elle avec ferveur. Je m'appelle Madame Looper. Ne me prenez pas pour une mendiante. J'ai une bonne pension. J'ai travaillé à l'usine toute ma vie. Il se trouve qu'aujourd'hui, je l'ai dépensé jusqu'au dernier centime. Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous transférerai l'argent dès que possible. Sophie a été déconcertée par la surprise. Il s'avérait que cette vieille dame savait utiliser les services bancaires mobiles. Une dame âgée très moderne, en effet. Non, non, ce n'est pas nécessaire, insiste Sophie. Sur le chemin de l'hôpital, la vieille dame exprime sa gratitude à Sophie et lui parle de son petit-fils, Douglas. Il semble qu'il s'agisse d'un jeune homme tout à fait recommandable. Et la grand-mère s'inquiétait pour lui, car il avait été hospitalisé à la suite d'un accident de voiture. Puis la dame âgée est descendue à son arrêt. Le reste du trajet, Sophie l'a fait en silence. La femme bavarde l'avait momentanément détournée de ses pensées anxieuses et avait apaisé son excitation. Mais dès que Sophie se retrouva seule, ses inquiétudes revinrent, manœuvrant dans son esprit. L'atmosphère luxueuse du restaurant augmenta l'excitation de Sophie. Elle remarqua immédiatement la table où étaient assis Ron et ses parents. En l'apercevant, Ron la salua d'un sourire, s'approcha d'elle, l'embrassa et la complimenta sur son apparence. Tout cela, bien sûr, remonte le moral de Sophie. Elle s'est toujours sentie en sécurité à côté de Ron, ce qui s'est avéré faux par la suite. Les parents de Ron étaient exactement comme Sophie les avait imaginés. Son père, un homme athlétique et soigné, avec d'élégants cheveux gris sur les tempes, était bronzé et avait de beaux traits avec des fossettes sur les joues. La ressemblance avec le fils était évidente. Et la mère était également soignée,
comme si elle fréquentait les salons de beauté. Son visage était lisse, sa peau sans défaut, sa manucure impeccable, sa posture royale et le regard froid de ses yeux bleu clair. Sophie eut l'impression d'être frappée par une douche glacée en la regardant. À ce moment-là, elle comprit tout intuitivement. Même si l'espoir d'une issue favorable subsistait dans son esprit. Eh bien, bonjour, chère jeune fille, dit le père de Ron à Sophie sans sourire. Bonsoir, répondit la jeune fille avec un large sourire. Enfin nous nous rencontrons, dit la mère de Ron en étirant ses lèvres en un semblant de sourire poli, mais ses yeux restaient sérieux et froids. Tout le monde se présenta et le serveur apporta sa commande. Au début, la conversation tourna autour de sujets futiles, le temps qu'il faisait, les nouvelles de la ville. Sophie insère périodiquement ses propres répliques, essayant de participer activement à la conversation. Après chacune de ces interventions, les parents de Ron échangent un regard significatif. Sophie observe attentivement leurs réactions, tout comme Ron. Elle regarde les visages de ses parents, essayant d'évaluer leurs émotions. À ce moment-là, il ressemblait moins à un adulte indépendant qu'à un petit enfant, et Sophie n'aimait pas particulièrement ce changement. Parle-nous un peu de toi, demanda la mère de Ron. Notre fils est sérieux à ton sujet parce qu'il ne nous présente pas toutes ses petites amies. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ron a tendance à tomber amoureux facilement. Néanmoins, j'aimerais en savoir plus sur vous. Sophie fut déconcertée par l'expression ce n'est pas la première fois. On insinuait clairement qu'elle n'était pas unique, mais plutôt une personne parmi tant d'autres. Le ton de cette femme riche et soignée était hostile, avec une pointe métallique dans la voix, et Sophie commença à parler. Les parents de Ron posent de temps en temps des questions sur sa mère, son père, son travail et sa formation. Les réponses des filles suscitent une réaction étrange de leur part. Ils échangent des regards et sourient. C'était désagréable. Quant à Ron, il s'assit à côté de sa mère en silence. Il n'essaya même pas de détendre l'atmosphère ou de soutenir sa petite amie. Pourquoi l'école de couture ? Demanda la mère de Ron. Tu n'as probablement pas eu de bons résultats à l'école. Sinon, tu serais allée à l'université et tu aurais choisi une filière plus prometteuse, n'est-ce pas ? Sophie laissa passer l'injure. Il était clair que cette dame cherchait à la blesser pour provoquer une réaction, mais elle ne lui donnerait pas satisfaction. Sophie travaillait bien à l'école. Très bien même. C'est juste qu'elle a dû commencer à travailler plus tôt. La situation financière de sa famille était très précaire. Mais elle n'allait pas expliquer tout cela à ces gens pour le moment. Pendant ce temps, la conversation devenait de plus en plus désagréable, les parents de Ron posant des questions de plus en plus personnelles et faisant des remarques désagréables. On avait l'impression qu'ils étaient en train de disséquer Sophie de l'intérieur. La jeune fille parle d'elle-même, mais elle a honte de sa propre biographie, alors qu'elle n'a rien fait de mal à personne. Et la mère de Ron commenta ainsi tout ce que Sophie disait, que la jeune fille se sentait à côté de ces gens comme une pauvre et bornée fainéante, qui n'avait pas assez de cervelle pour faire des études supérieures, une fainéante qui rêvait d'avoir un riche héritier et de résoudre ainsi les problèmes de sa vie. Ou peut-être était cela ce qu'elle était vraiment. Une prise de conscience soudaine frappa Sophie sous le regard glacial de la femme inamicale, qu'elle comptait vraiment sur l'aide de Ron dans le traitement de sa mère. Quant à Ron, il resta silencieux, et Sophie se sentit trahie, car il n'essayait pas de la défendre. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes, et cela laissa la jeune fille encore plus perplexe. Ron avait toujours été à ses côtés pour la soutenir et l'encourager. Maintenant, il ressemblait à un petit garçon effrayé, craignant la désapprobation de ses parents. À ce moment-là, Sophie comprend la vérité. Ron et elle n'auraient jamais d'avenir ensemble. Les parents de Ron avaient clairement fait comprendre à leur fils que leur but n'était pas simplement d'humilier Sophie, mais de montrer à leur unique héritier qu'elle n'était pas un bon parti. Ils voulaient s'assurer que leur fils comprenne que la fille qui vivait seule avec sa mère malade dans un petit appartement, travaillant comme couturière, n'était pas son égale. Ron avait parfaitement retenu cette leçon. Et elle n'irait jamais à l'encontre de la volonté de ses parents. Il était trop dépendant d'eux. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Pourquoi devait-elle endurer cela ? Que avait-elle fait de mal à ces gens ? Elle se leva de son siège et dit, «
J'ai tout compris. Je dois partir. Elle n'allait pas fondre en larmes devant cette famille. Elle ne voulait pas leur donner satisfaction. Sophie se dirigea en toute hâte vers la sortie du restaurant. Personne n'essaya de l'arrêter. Elle espérait encore, contre toute attente, que Ron lui courait après, car il lui avait bien fait comprendre qu'il l'aimait, comme il l'avait affirmé à plusieurs reprises. Pourtant, Ron resta avec ses parents. Dehors, la jeune fille fondit en larmes. Heureusement, il pleuvait beaucoup, ce qui cachait ses larmes aux autres. Les passants s'abritent sous des auvents pour attendre la fin de l'averse. Sophie, elle, continue de marcher, indifférente à ce désagrément. Son esprit est en ébullition. Comment Ron a-t-il pu lui faire ça? Elle avait tellement confiance en lui, croyant avoir trouvé l'âme sœur à un si jeune âge. Mais il s'avérait qu'elle s'était fait des illusions. Ron ne s'intéressait à elle qu'en passant. Et elle avait l'habitude de sortir avec des princesses gâtées. Et Sophie, une fille humble qui n'avait jamais rien vécu de brillant ou d'excitant, devait être un changement rafraîchissant pour elle. Et elle a dû se réjouir de jouer le rôle d'un généreux bienfaiteur, ouvrant un monde de possibilités à la pauvre fille. Il est clair qu'il n'avait pas de véritable sentiment pour elle. Sinon, Ron ne serait pas resté assis comme une statue pendant que sa mère l'humiliait sous ses yeux. Sophie était maintenant assise dans un centre commercial, buvant une tasse de café après l'autre. Ses cheveux étaient presque complètement secs et bouclés magnifiquement. Sa robe était également presque sèche, et elle avait retrouvé suffisamment de sang-froid pour affronter sa mère. Elle ferait comme si de rien n'était, même si elle avait le cœur lourd. Sa mère ne doit pas s'en apercevoir. Elle devait la protéger, elle, la seule personne au monde qui l'aimait vraiment et qui l'aimerait toujours. Peut-être que tous les hommes étaient comme Ron. Ils pouvaient vous parler gentiment, puis se débarrasser de vous une fois qu'ils avaient pris leurs pieds. Peut-être que son propre père avait été pareil. Sophie rentra chez elle et se rendit directement à la salle de bain. « Tu t'es fait surprendre par la pluie ?» demanda sa mère, allongée dans la chambre, en se serrant le cœur. Il lui faisait de nouveau mal. Oui, répond la jeune fille avec un sourire insouciant. J'ai été complètement trempée. Je veux prendre une douche chaude pour ne pas tomber malade. Je vais te faire du thé. Non, repose-toi. Sous la douche, Sophie verse encore quelques larmes. Cette fois-ci, elles lui apportèrent un soulagement et chassèrent les émotions négatives. Depuis ce soir-là, Sophie fait comme si de rien n'était. Mais sa mère remarquait toujours les changements chez sa fille. Il était impossible de cacher quoi que ce soit à son regard attentif. Tu t'es disputé avec Ron, demanda sa mère. Oh, comment le sais-tu? D'abord, tu ne sors plus. C'est difficile à manquer. Et deuxièmement, tu as une expression triste ces derniers temps. Oui, on a rompu, acquiesce Sophie. Il s'avère que c'est un peu un fils à maman. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. Et elle t'a fait du mal? Non, j'ai juste vu que ce n'était pas le genre de gars avec qui je voulais être. J'ai été bouleversée et déçue, bien sûr. Mais tout va bien maintenant. Le Ron dont je suis tombée amoureuse n'a jamais vraiment existé, tu sais. Je l'ai juste imaginé. C'est pour ça que je suis triste, mais je serai plus intelligente à partir de maintenant. Sophie sourit largement, assurant à sa mère que tout allait bien. Mais au fond d'elle-même, elle souffre toujours. Ses rêves d'une vie heureuse avec l'homme qu'elle aimait avaient été brisés. Sophie se souvenait encore avec nostalgie du Ron qu'elle avait imaginé avant leur rencontre au restaurant. Elle l'avait trouvé parfait. Et puis elle s'était rendue compte qu'une telle personne n'existait probablement pas. C'était douloureux et effrayant. Sophie essaya de poursuivre sa vie, en travaillant, en rencontrant des gens et en lisant beaucoup. Pour se distraire, elle nettoyait constamment l'appartement. La maison était impeccablement propre, mais son âme restait lourde et pesante. C'est alors qu'arrive le rendez-vous tant attendu avec le professeur. Sophie se rend à la clinique avec sa mère. Le professeur est un homme d'une 50aine d'années, grand et mince, aux yeux bleus vifs. Et elle examine attentivement les antécédents médicaux de la patiente, ne dit rien, mais demande plusieurs examens complémentaires.
Toutes les procédures nécessaires ont été effectuées sans attente dans la même clinique. Sophie est ravie de ces soins attentifs. Rien à voir avec la clinique locale. Et elle se trouve que le professeur ne s'est pas précipité pour rien. Fort de son expérience, il s'est immédiatement rendu compte de la gravité du cas. Après tous les tests, ils sont retournés au bureau. Le professeur est prêt à rendre son verdict. Je n'ai rien de bon à vous dire, dit-il en agitant les mains. Je n'arrive pas à croire qu'une jeune femme aussi jolie soit-elle soit atteinte d'une telle maladie. Votre cœur est usé et fonctionne à peine. Les médicaments ne sont d'aucune utilité. Nous devons procéder à une intervention chirurgicale. Sophie saisit fermement les mains de sa mère tout en écoutant attentivement le médecin, essayant de rester calme. L'opération aurait dû être faite depuis longtemps. Je ne comprends pas comment votre médecin traitant a pu laisser la situation se dégrader ainsi. L'irritation était évidente dans la voix du professeur. Vous pourriez même envisager de le poursuivre plus tard, mais pour l'instant, l'essentiel est l'opération. Le professeur fournit alors les détails. L'opération à venir était complexe. Très complexe. Tous les chirurgiens cardiaques n'accepteraient pas de la pratiquer sur un patient dans un tel état. Un traitement dans la capitale était nécessaire, ce qui impliquait le voyage, l'hébergement et le paiement de médicaments coûteux. Et l'opération elle-même coûtait de l'argent. L'assurance ne couvre pas tout. Sophie et sa mère n'ont aucun moyen de réunir une telle somme, à moins de vendre leur appartement et de se retrouver à la rue. Il faut que ce soit fait le plus vite possible, dit sérieusement le professeur en regardant les visiteurs déconcertés. Chaque jour compte. Que se passera-t-il si je ne me fais pas opérer, demanda Hélène. Je ne vois pas où nous pourrions trouver une telle somme. La médecine est-elle une option? Non, répond le médecin. Les médicaments ne sont d'aucune utilité. Il n'y a que la chirurgie. Sur le chemin du retour, la mère et la fille sont restées silencieuses, perdues dans leurs pensées. La femme était confrontée à un choix difficile. Se battre ou accepter la situation telle qu'elle est, tout en sachant que les chances de succès sont minces. Sophie cherche fébrilement une issue. Ne voyant pas d'autre solution que de se battre pour la vie de sa mère jusqu'à la fin. Une fois rentrée chez elle, la première chose qu'elle a faite a été d'appeler toutes les associations caritatives. Sophie espérait leur aide et était certaine qu'elle l'apporterait, mais personne n'était disposé à l'aider. Elle a reçu différentes réponses à ces appels. Certaines disent qu'elles ne sont spécialisées que dans l'aide aux enfants malades, comme si les adultes n'étaient pas confrontés à des situations difficiles ou n'avaient pas envie de vivre. D'autres ont opposé des refus peu clairs, sans donner de raison. Ce n'est qu'à un seul endroit que Sophie a obtenu des éclaircissements. Tu vois, explique la femme qui répond à l'appel d'une voix coupable. Votre situation n'est pas assez spectaculaire. Les gens ont pitié des petits-enfants et leur donnent de l'argent. Ils aident aussi les mères de ces enfants, pour qu'ils ne deviennent pas orphelins. Mais vous, votre mère est adulte, elle travaille et elle a déjà élevé sa fille. Il n'y a donc pratiquement aucune chance que l'on réponde à votre demande. Sophie est reconnaissante à son interlocutrice pour cette dure vérité. Elle comprenait maintenant pourquoi tous les fonds les rejetaient. Et cela signifiait qu'ils devaient trouver d'autres moyens de surmonter leur situation difficile. Maman, baissons le prix de l'appartement pour trouver rapidement un acquéreur. Suggèrent les filles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous ne savons même pas si l'opération sera utile ou non. De plus, si nous vendons l'appartement, vous n'aurez plus de maison. Non, s'exclame Sophie. Non, n'y pense même pas. Nous trouverons l'argent. Sophie consacre chaque minute libre à la recherche d'offres d'emploi. Elle est prête à tout pour gagner de l'argent. Mais elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas une solution. Le temps qu'elle trouve un emploi et qu'elle travaille pendant 2 mois pour demander un prêt. Un temps précieux serait perdu. Sophie était désespérée. Elle pleurait tous les jours d'impuissance, cachant ses larmes à sa mère. Hélène, en revanche, semble étonnamment calme. Elle semblait avoir accepté son sort et n'essayait même pas de faire quoi que ce soit, sachant que ce serait 20 points un jour. Sophie fait un pas désespéré. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, elle compose le numéro de Ron.
Oui, ils n'avaient pas communiqué depuis tout ce temps. Ron n'appelait pas, n'écrivait pas et n'essayait même pas de s'excuser auprès de ses parents au restaurant. Et elle semblait se contenter du fait que Sophie avait disparu de sa vie. Après tout ce qui s'était passé, la jeune fille méprisait Ron, le considérant comme un fils à maman à l'esprit étroit. Son nom même l'irritait. Elle supprima toutes les photos de couple pour ne pas les retrouver par hasard sur son téléphone. Ces photos lui faisaient mal, encore et encore. Elle y était si heureuse, si amoureuse, et n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais de toute façon, seul Ron pouvait l'aider. Il était riche et lui prêterait probablement la somme nécessaire, même avec des intérêts, juste pour avoir l'argent le plus vite possible. La banque n'aurait jamais accordé un tel prêt à Sophie. Sa solvabilité était trop faible. Bien sûr, il n'était pas facile de composer le numéro de Ron, mais c'était pour le bien de sa mère. Si elle n'était pas malade, Sophie ne s'adresserait jamais à lui. Ron a répondu immédiatement. Il avait toujours l'air un peu surpris, mais la culpabilité ou le remords en lui ne sonnait pas. Ron s'adressa à Sophie, comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait une ancienne camarade de classe soudainement appelée. Eh bien, bonjour, comment vas-tu, demanda-t-il poliment. Pas très bien, admit Sophie. J'espère que tu ne vas pas commencer à me parler de tes problèmes maintenant. Je n'aime pas ce genre de choses. C'est du passé, passons à autre chose. Il ne s'agit pas du tout de mes sentiments. Côté Sophie. Tu vois, ma mère est très malade. Je te l'ai dit, tu te souviens? Elle a un problème cardiaque. Je me souviens de quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle a besoin d'une opération ou elle va mourir. Je suis désolée, c'est triste. J'espère qu'elle va s'en sortir. Le problème, c'est que l'opération n'est pas gratuite. Elle coûte beaucoup d'argent et l'assurance ne couvre pas tout. Nous n'avons pas cet argent et nous n'avons nulle part où le trouver. C'est logique. Ron sourit. Waouh, ma mère s'est avérée être une visionnaire. Elle m'a prévenu que c'était comme ça que ça allait se passer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande Sophie. Elle a dit que puisque le poisson n'est plus à l'hameçon, tu essaieras d'arracher ton butin différemment. Vraiment, maman? Je pensais qu'il s'agirait d'une histoire déchirante sur ta propre maladie ou sur la nouvelle de ta grossesse soudainement découverte. Mais tu as mêlé ta mère à cette histoire. Sophie est déconcertée. Ron pensait-il vraiment qu'elle essayait de le rouler dans la farine pour obtenir de l'argent? Est-ce qu'il n'a rien compris d'elle pendant qu'ils sortaient ensemble? Comment Ron peut-il dire cela? C'est blessant, douloureux, dur, injuste. Ses reproches et ses accusations de mercantilisme lui font mal à l'âme. Cependant, Sophie se reprend en main. Elle ne pouvait pas se montrer faible et s'offusquer maintenant. Ron est son dernier espoir. Ron, écoute. Tout est vrai. Je peux te montrer les documents médicaux. Le rapport du professeur. La liste des prix de la clinique. C'est facile à inventer. L'homme argumente. Le professeur vous appellera lui-même. Je lui demanderai. Vous vous moquez de moi? Cet appel pourrait être fait par n'importe qui. Vous me prenez pour un imbécile, Ron, c'est vrai. Je le prouverai. Et en plus, je ne demande pas que de l'argent. Je le rembourserai. Je paierai la dette et les intérêts. L'essentiel est de payer l'opération le plus tôt possible. On ne me fera pas de prêt. Mon salaire est trop bas. Alors, comment allez-vous payer la dette? Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre d'emprunter. Je travaillerai à temps partiel jour et nuit. Mais j'ai besoin d'argent tout de suite. Dit Sophie en regardant Ron d'un air suppliant. Mais il resta inflexible. Oui, c'est une histoire vraiment déchirante. Mais c'est dommage qu'un tel talent soit gaspillé. Tu pourrais écrire des romans ou jouer au théâtre. Ron, c'est vrai. J'en ai marre. Réplique vivement l'homme. Fatigué d'entendre ces bêtises. Et après tout, au début, je me sentais encore coupable que tout se soit passé ainsi. Tu me semblais être une fille naïve et sincère. Et maintenant, je vois que ma mère avait raison. Elle avait bien prédit ton comportement. Cessez à. Elle ne me rappelle plus,
dit Ron en raccrochant. Sophie composa encore et encore le numéro de Ron. Elle se dit qu'elle n'a tout simplement pas réussi à lui faire comprendre la gravité de la situation. Elle devrait mieux lui expliquer. Il comprendrait. Mais Ron semblait avoir bloqué son numéro. C'est tout. Le dernier espoir s'évapora comme la rosée d'une chaude journée d'été. Sophie ne savait plus vers qui se tourner. Et Ron l'a encore piétinée et humiliée. Il lui a fait comprendre qu'il la considérait comme un imposteur. Les larmes jaillirent des yeux de la jeune fille. Elle ne pouvait ni ne voulait les retenir. Elle a beaucoup pleuré ces derniers temps. Sophie est à l'arrêt de bus. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autres personnes autour d'elle. Comment réagirait-il face à une fille qui sanglote à plein poumon? Impuissante, Sophie s'enfonce sur le banc et s'entoure de ses bras. Tout son corps tremble de façon incontrôlée. Cela ressemblait à de l'hystérie. Sophie était épuisée de se battre. Fatiguée d'être rejetée après avoir frappé à toutes les portes. Et puis Ron, elle s'était tournée vers l'homme qui l'avait piétinée et humiliée, et il avait recommencé. Mais le pire, c'est que Sophie ne pouvait pas aider sa mère. Hélène s'était affaiblie sous les yeux de Sophie. Elle n'arrivait même plus à se rendre au travail et restait bloquée sur des congés de maladie à n'en plus finir. Le patron avait même menacé de la licencier. Qui voudrait d'une telle employée? Si Sophie n'avait pas été là, sa mère se sentirait beaucoup mieux aujourd'hui. Même le professeur avait mentionné que la grossesse et l'accouchement avaient grandement affecté sa santé. Des grosses larmes coulaient sur les joues de Sophie, qui avait du mal à reprendre son souffle en essayant de retenir ses sanglots. Soudain, une voiture s'arrête devant elle. Il s'agissait probablement d'une personne qui se faisait déposer à l'arrêt de bus. Cela arrive. Sophie fit de son mieux pour se calmer, ne voulant pas faire fuir les gens, mais cela ne servit à rien. Et la vitre du siège passager avant s'abaissa lentement et Sophie croisa le regard d'yeux gris et attentif. Il s'agissait d'un jeune homme un peu plus âgé que Sophie. Il la regarda avec intérêt tandis qu'elle continuait à sangloter de façon incontrôlée. Tu vois, j'avais raison. Je vous ai dit que quelque chose n'allait pas chez elle. Je l'ai remarqué de loin, dit une voix âgée provenant de la banquette arrière. L'homme se tourna vers l'étranger invisible et acquiesça distraitement. Puis il se tourne à nouveau vers Sophie. Jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aide? Non, objecta Sophie. Elle se sentit soudain honteuse d'être assise et de pleurer devant ces étrangers. Les gens s'étaient arrêtés à cause d'elle. Ils étaient sûrement en route, peut-être même pressés. Non, ne sois pas gêné si quelqu'un t'a offensé ou s'il s'est passé quelque chose. L'homme continua. À ce moment-là, la porte arrière de la voiture s'est ouverte et une femme âgée en est sortie. Elle portait un tailleur pantalon léger. Ses cheveux gris sont élégamment coiffés. Cette femme ne ressemblait en rien à la dame du bus qui n'avait pas les moyens de payer son billet. Mais oui, c'était bien elle, Madame Looper. Sophie l'a reconnue. Quelle coïncidence. Ce n'était pas une petite ville. Quelles étaient les chances qu'elles se rencontrent à nouveau? Et pourtant, c'est arrivé. Oh mon Dieu, je vous connais. Madame Looper sourit gentiment et chaleureusement. Douglas, c'est la fille du bus. Tu te souviens, je t'ai déjà raconté cette histoire. Celle qui a payé pour moi. J'allais te rendre visite à l'hôpital. L'homme est également sorti de la voiture. La grand-mère et le petit-fils se tiennent maintenant face à Sophie, dont les larmes se sont même taries sous l'effet de la surprise. Bien sûr, je me souviens de l'histoire. Le petit-fils a souri à sa grand-mère puis a regardé Sophie. Vous imaginez? J'ai eu un petit accident. J'ai dû passer la nuit à l'hôpital en observation. Je ne voulais même pas le dire à ma grand-mère. Mais il s'est avéré qu'une de ses amies y travaillait comme infirmière. Elle l'a découvert et a tout laissé tomber. Elle a acheté des produits de première nécessité pour l'année et s'est rendue à l'hôpital. Vous êtes encore sarcastique. Madame Looper regarde son petit-fils adulte d'un air de reproche. Mais tu me comprendras quand tu auras un enfant et que tu t'y consacreras corps et âme. Nous reparlerons alors des soucis et des préoccupations inutiles.
Sophie était ravie d'assister à ces échanges amicaux. C'étaient des gens au grand cœur, qui s'aimaient visiblement beaucoup. Tu sais, pour une raison que j'ignore, je pensais à l'époque que ton petit-fils était un garçon ou un adolescent. Avoua Sophie. Pour moi, il sera toujours mon petit. Même s'il mesure déjà près de 2 mètres et qu'il subvient depuis longtemps à ses besoins. Madame Looper sourit. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ma chérie? Ne soyez pas timide. Dites-le-moi. Vous êtes une gentille fille qui m'a aidée à l'époque et qui n'est pas restée indifférente. Nous pouvons peut-être faire quelque chose pour toi aussi. Sophie poussa un soupir. Comment ces gens pouvaient-ils l'aider? Sophie était confrontée à des problèmes insolubles et personne au monde ne pouvait l'aider. Néanmoins, la jeune fille réalisa soudain qu'elle voulait vraiment partager son malheur avec quelqu'un. Douglas, sa grand-mère, il l'écouterait, c'est sûr, et au moins compatirait, aurait pitié d'elle. Sophie se rendit compte que pendant tout ce temps, elle avait caché ses soucis aux autres. Même avec sa mère, elle ne pouvait pas partager ses sentiments les plus profonds à cause de son mauvais cœur. Et voilà qu'ils étaient là, auditeurs potentiels, à lui demander d'ouvrir son cœur. C'est précisément ce dont Sophie avait besoin. Alors, pouvez-vous enfin nous dire ce qui vous est arrivé? Demanda encore Madame Looper. Vous n'êtes pas pressée? Sophie précise que mon histoire n'est pas trop courte. Nous ne sommes pas pressés, répondirent ensemble la grand-mère et son petit-fils. D'accord, acquiesça-t-elle. Mais avant, je propose que nous trouvions un endroit plus agréable pour nous installer. Dit Douglas en regardant autour de lui. Il me semble qu'il y a une bonne pizzeria par là. Qu'en dites-vous? Je suis partant, répondit aussitôt sa grand-mère. Moi aussi, acquiesce Sophie, qui réfléchit frénétiquement à l'argent qui lui reste sur sa carte. C'est très bien. L'ambiance chaleureuse, le mobilier élégant et la musique agréable de la pizzeria créaient un environnement propice à la conversation. Malgré l'objection de Sophie, Douglas insiste pour payer la commande. Ce dernier s'est blotti à une table, caché derrière une étagère de fleurs fraîches. Maintenant, raconte-nous tes ennuis. Sourit la vieille dame, et nous réfléchirons tous ensemble à la manière de vous aider. D'accord, acquiesça Sophie. Qui ne comprenait toujours pas pourquoi ces gens l'écoutaient, et encore moins pourquoi ils l'aidaient. Et si elle a payé pour elle dans le bus? Ce n'est rien. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Sophie se mit à leur raconter sa vie, avec sa mère dans un minuscule appartement, le sentiment constant de culpabilité face à la maladie de sa mère, et les craintes pour sa vie et sa santé que Sophie avait éprouvées dès son plus jeune âge. Elle a parlé de Ron. Elle n'est pas entrée dans les détails du comportement des parents de Ron, mais a simplement mentionné qu'il lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas un bon parti pour leur fils, et qu'elle avait rompu avec son fiancé par la suite. Cette partie de l'histoire n'était pas particulièrement pertinente, mais Sophie a ressenti le besoin de la partager. La séparation avec Ron la hantait encore, et elle ressentait le besoin de partager sa déception à l'égard de l'homme qu'elle aimait. Les gens pourris, dit Madame Looper, rien de bon n'arrivera dans leur vie. Ils marieront leur fils à une femme convenable, mais il n'y aura ni amour ni harmonie. J'en ai vu de nombreux exemples. Elle a vu punir Aaron et ses parents plus d'une fois. Douglas ne dit rien, mais il regarda Sophie avec une telle sympathie, une telle empathie, que les mots n'étaient pas nécessaires. Puis la jeune fille parla de la consultation avec l'éminent professeur et de son verdict. Et maintenant, ma mère a besoin de toute urgence d'une opération coûteuse. J'ai essayé de trouver l'argent. J'ai tout fait. Je me suis même adressé à Ron, mais il m'a dit que j'étais une arnaqueuse. C'est pourquoi j'ai fondu en larmes à l'arrêt de bus après lui avoir parlé. Quel imbécile, s'exclame la vieille dame en son fort intérieur. Il ne connaît rien aux gens. Je vous vois pour la 2e fois de ma vie, et je comprends que vous êtes une fille très honnête et modeste. Pourtant, il te connaît depuis si longtemps et ne s'est rendu compte de rien. C'est un véritable imbécile. Bref, je n'ai nulle part où trouver l'argent. Certains sont des yeux Sophie, et sans l'opération ma maman, la jeune fille ne put se résoudre à prononcer le mot terrible, mais les auditeurs comprirent. Madame Looper passa son bras autour des épaules de Sophie et commença à lui caresser la tête.
Sophie se remit à pleurer, incapable d'arrêter ses larmes insensées. Pour la première fois, on l'écoutait vraiment. Pour la première fois, on sympathisait avec elle. Cela signifiait beaucoup. Mais les problèmes ne disparaissent pas pour autant. Les problèmes n'ont pas disparu d'eux-mêmes. Et l'argent ne s'est pas matérialisé comme par enchantement. Et la vieille femme réconforta Sophie avec des paroles apaisantes, la faisant se sentir mieux. Pendant ce temps, Douglas les regarde en silence, perdu dans ses pensées. De combien d'argent s'agit-il ? Demanda finalement l'homme. Sophie fournit les chiffres qui la faisaient paniquer. Douglas hausse les sourcils de surprise. Il n'est pas possible que cette opération soit gratuite. Si, répondit Sophie, qui avait repris le contrôle de ses émotions avec l'aide de la gentille femme. On peut l'obtenir gratuitement, mais il faut faire la queue pendant près d'un an. Ma mère n'a pas autant de temps. Je suis prêt à verser une telle somme pour son traitement, dit Douglas. La grand-mère regarda son petit-fils avec fierté et approbation, tandis que Sophie le regardait avec surprise. Douglas pouvait-il fournir une telle somme d'argent ? Il n'avait pas du tout l'air d'un homme riche. Il s'habillait modestement. Sa voiture était bonne, mais pas aussi luxueuse que celle de Ron. De plus, comment pouvait-elle accepter un cadeau aussi généreux de la part de quasi-inconnus ? Je crains de ne pas pouvoir accepter une telle somme d'argent. Cela ne me semble pas juste. C'est juste et équitable. Rassure Madame Looper. Vous m'avez aidé dans une situation difficile, et maintenant Douglas vous aide. C'est comme un boomerang. En avez-vous entendu parler ? Mais les sommes sont très différentes. Et alors ? La vieille dame persiste. C'est une question d'opportunité. Ne vous inquiétez pas, sourit Douglas en posant sa paume chaude sur la main de Sophie dans un geste amical et réconfortant. J'en ai les moyens. D'ailleurs, je mets chaque année une certaine somme d'argent de côté pour des œuvres caritatives. C'est une règle absolue. Alors, Sophie n'a rien compris. Si Douglas était si riche, pourquoi sa grand-mère n'avait-elle pas assez d'argent pour voyager avec lui ? Douglas est un bon garçon. Un homme d'affaires prospère, déclara fièrement la vieille dame. Je l'ai élevé dès son plus jeune âge après la mort de ses parents. Je ne suis même pas sa vraie grand-mère, juste une voisine solitaire qui ne pouvait pas supporter l'idée que l'enfant de ma gentille voisine finisse à l'orphelinat. Je l'ai recueilli et élevé comme mon propre petit enfant. Dès son plus jeune âge, il s'est montré intelligent et sérieux. Je savais qu'il irait loin, et c'est ce qu'il a fait. Grand-mère ne manque jamais une occasion de se vanter de moi. Sourit Douglas. Mais elle a raison. J'ai réussi à créer une entreprise prospère qui génère des revenus stables. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de meubles sur mesure et nous avons des succursales dans de nombreuses villes. C'est pourquoi je consacre chaque année un certain montant à des œuvres de bienfaisance. Que cette année soit celle de ta mère. De plus, il semble que le destin ait lui-même orchestré notre rencontre. Quelles étaient les chances que nous nous croisions exactement au moment où tu sanglotais de désespoir et d'impuissance à l'arrêt de bus ? De telles coïncidences n'arrivent jamais. Vous pouvez donc vraiment nous donner autant d'argent ? Si tu ne peux toujours pas croire à sa chance. Mais je ne peux pas l'accepter pour rien. Prenons-le comme un prêt. Je rembourserai la dette petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée. Oh, vous êtes si têtu. S'exclame Madame Looper en levant les bras au ciel. Je comprends votre hésitation. Douglas secoue la tête en regardant Sophie avec attention. Voici donc ma nouvelle proposition. Cela fait un moment que j'ai envie d'investir dans une nouvelle entreprise. Nous pouvons créer une entreprise pour vous, un atelier spécialisé dans la confection de vêtements sur mesure. D'après votre histoire, vous semblez être une couturière talentueuse. Les frais médicaux de votre mère peuvent faire partie de l'investissement dans cet atelier. Lorsque l'entreprise commencera à générer des bénéfices, ce qui ne manquera pas d'arriver car je suis douée pour ce genre de choses, vous pourrez me rembourser progressivement grâce à la part des bénéfices revenant à l'investisseur. Vous comprenez, si vous acquiescez, tout cela ressemble à un conte de fées. Des investissements, une nouvelle entreprise, un travail intéressant, et, surtout,
de l'argent pour l'opération de sa mère. Tout cela était-il vraiment en train de se produire? La jeune fille a soudain eu peur de se réveiller et de se rendre compte qu'elle n'avait fait qu'un rêve merveilleux. Mais non, tout s'est avéré vrai. Ils ont tous échangé leur numéro de téléphone. Appelle-moi quand tu as le cœur lourd, dit la dame âgée, et ne disparaît pas. Vous êtes une personne merveilleuse et j'aime parler avec vous. Puis tout s'est accéléré. La vie de Sophie changeait de jour en jour. Ces changements lui donnaient même un peu le vertige. Tout d'abord, la mère de Sophie a été envoyée à la clinique de la capitale pour y subir une intervention chirurgicale. Douglas a non seulement payé les actes médicaux nécessaires, mais il a aussi tout organisé dans les moindres détails. Elle achète les billets, s'occupe du loyer de Sophie, réserve une chambre confortable pour sa mère et trouve tous les médicaments rares figurant sur la liste. Sophie n'aurait pas pu le faire elle-même, surtout pas aussi rapidement. Douglas a résolu tous les problèmes comme par magie. Il était vraiment merveilleux. Douglas était un homme peu loquace, surtout en dehors des affaires. Contrairement à sa grand-mère, il était plutôt réservé. Souvent, Douglas et Sophie voyageaient ensemble pour le travail, et ils restaient tous les deux silencieux. Mais le silence n'était pas inconfortable. Il était chaleureux et acceptant. Sophie était parfaitement consciente qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. C'était facile. Il était tout simplement parfait. Mais à chaque fois qu'elle avait ses pensées, elle se retenait, car Douglas avait probablement une petite amie. Il n'était pas marié, il n'y avait pas d'alliance, mais il n'était sûrement pas célibataire. L'élu de son cœur doit être parfaite elle aussi. Une belle femme avec une apparence de mannequin, une âme pure et des manières impeccables. Sophie ne pouvait pas se comparer à cela. Sophie ne pouvait donc que rêver de temps en temps qu'un jour Douglas la remarquerait en tant que femme. Mais ses rêves restaient impossibles. C'est du moins ce que Sophie pensait. Pendant 2 semaines, alors que sa mère se remettait d'une grave opération à l'hôpital, Sophie est restée dans la capitale. Chaque jour, elle rend visite à sa mère, lui apporte des friandises et lui remonte le moral. Le médecin a déclaré que l'opération s'était bien déroulée et a même plaisanté en disant que la patiente avait réussi à sauter dans le dernier wagon du train qui partait. Encore un peu, et Douglas et sa grand-mère sont venus sauver Sophie et sa mère au bon moment. La grand-mère de Douglas est toujours restée en contact. Elle s'enquiert de la santé de la mère de Sophie, se réjouit avec elle de l'amélioration apparente de son état. Elle a également suggéré des endroits à visiter dans la capitale pendant le temps libre de Sophie. C'était très excitant, car elle n'y était jamais allée auparavant. Douglas appelait aussi souvent, mais leur conversation était surtout d'ordre professionnel. Il était occupé à enregistrer une nouvelle société. Sophie devait en être la directrice et la conceptrice en chef. Cela inquiétait un peu Sophie. Serait-elle capable de s'en occuper? Non. Elle pouvait concevoir et coudre de nouveaux modèles. C'était son talent. C'était formidable d'avoir enfin l'occasion de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'elle aimait vraiment, quelque chose qui l'inspirait. Elle avait longtemps eu l'impression de gâcher son talent en travaillant comme simple couturière dans un atelier. Ajuster des vêtements à la silhouette d'une personne est complètement différent de créer des tenues sur mesure. C'était un moyen pour elle de laisser libre cours à son imagination. Mais maintenant, elle devrait aussi s'occuper de la paperasserie et d'autres questions, car Sophie serait la directrice et la copropriétaire de l'entreprise. Cependant, elle se débrouillera. Le plus important était que sa mère soit sauvée. Maintenant, Sophie allait faire de son mieux pour faire prospérer l'entreprise. Et cela, Douglas ne le regrettait pas. Elle lui remboursera la totalité de la somme et même plus. Le temps passe et sa mère sort de l'hôpital. Toutes deux rentrèrent chez elles, pleines de projets et d'espoir pour une nouvelle vie. Hélène avait l'air d'une femme en bonne santé, pleine d'énergie. Elle a même repris son travail de couturière. Mais maintenant, dans l'entreprise de Sophie. Sophie se lance à corps perdu dans sa nouvelle entreprise. Le travail est exigeant, mais il l'inspire et lui apporte de la joie. Elle ne pouvait pas être plus heureuse de ce qu'elle faisait maintenant. Douglas l'a aidée à rédiger les documents et à régler les questions juridiques sans même qu'elle ait besoin de le lui demander.
C'était comme s'il avait un instinct intérieur qui lui disait quand et où il y avait des problèmes. Il les résolvait sans effort et de manière ludique, comme il l'avait toujours fait. Sophie lutta contre elle-même, essayant de ne pas révéler ses sentiments pour lui. Il l'avait sauvée dans une situation difficile et apparemment sans issue. Bien sûr, ce rôle de sauveur a éveillé des sentiments romantiques chez Sophie. Mais Douglas en avait-il besoin? Probablement pas. C'était juste un homme bon qui ne pouvait pas ignorer le malheur d'une fille qui sanglotait à l'arrêt de bus. Surtout quand il a les moyens de l'aider. C'était aussi un homme d'affaires qui avait décidé de se lancer dans un nouveau projet. Un atelier de couture. Un projet qui pouvait être rentable. Et c'est pour cela qu'il s'est impliqué. Rien de plus. Douglas était toujours sérieux, silencieux et même un peu sombre. Il était difficile d'imaginer à quel point il était gentil et sensible. Juste un peu. À l'occasion, il parlait durement. Ils sont arrivés rapidement, mais il était trop tard pour sauver la maison. Douglas a eu de la chance. Sa mère l'avait déposé pour une sieste dans une poussette dans la cour pendant qu'elle était occupée à la cuisine. Malheureusement, un incendie s'est déclaré, piégeant les deux parents de Douglas. Douglas s'en est sorti indemne. Et la voisine qui a donné l'alerte a recueilli l'enfant. Elle avait toujours admiré les parents de Douglas, les considérant comme des travailleurs et un bon couple. Elle parlait souvent en termes élogieux d'eux et de leurs ambitions de réussite. Ils auraient pu accomplir tant de choses dans la vie s'il n'y avait pas eu l'incendie. Elle se lamentait parfois. Maintenant, vous devez vivre pour 3 et réaliser tous les projets et les rêves de vos parents. Douglas a pris cela à cœur et a travaillé dur pour rendre ses parents fiers. Il excellait dans ses études et trouvait même le temps de s'adonner à des passe-temps et à des cours supplémentaires. Dès son enfance, Douglas s'est montré doué pour fabriquer des meubles simples. À l'âge de 15 ans, il a vendu ses créations avec quelques amis dans son garage. Les chaises et les tables légères se sont rapidement vendues et Douglas a reçu ses premières commandes. Peu à peu, Douglas a mis en place sa propre production. À l'âge de 20 ans, il avait sa propre entreprise avec des employés et des fournisseurs. Il décide alors de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur local pour apprendre à gérer son entreprise de manière correcte et légale. Elle a suivi avec succès le programme économique et a finalement développé sa petite entreprise. Sophie a été encore plus intéressée par Douglas après avoir entendu son histoire. Quel homme incroyable, il est passé de la fabrication de meubles artisanaux à la possession d'un réseau de production de meubles. Incroyable, heureusement pour sa petite amie, je me demande comment elle était ce qu'elle pense du fait que son bien-aimé disparaît littéralement jour et nuit pour travailler avec son mini-empire de meubles et maintenant avec mon atelier, pensait parfois Sophie. A eu fil du temps, elle a acquis un plus grand sens des affaires et a commencé à gérer la plupart des problèmes par elle-même, sans dépendre de l'aide de Douglas. Elle a même réalisé son vieux rêve de passer son permis de conduire et d'acheter une voiture. Sophie était une conductrice prudente, mais elle ne pouvait malheureusement pas contrôler les actions d'autres conducteurs imprudents sur la route. Un jour, elle a rencontré un conducteur qui ne respectait pas le code de la route. L'airbag ne s'est pas déployé à un carrefour. Sophie s'est cognée la tête contre le volant, se blessant légèrement au front. Une ambulance est arrivée et l'a emmenée à l'hôpital où elle a reçu quelques points de suture. Pendant que Sophie était assise dans la salle de traitement et que le chirurgien travaillait sur son front, elle ne ressentait aucune douleur à cause de l'analgésique et son esprit était préoccupé par les dommages subis par sa voiture. Lorsque la dépanneuse a emporté la voiture, Sophie n'a pas eu l'occasion de voir l'étendue des dégâts, mais ils étaient manifestement plus graves que sa propre blessure. Une fois que le chirurgien a eu terminé, Sophie a été transférée dans une salle d'hôpital. Je peux partir maintenant? Je me sens bien et beaucoup de travail m'attend aujourd'hui, demande-t-elle. Non, répond le médecin en secouant la tête. Vous devez rester 24 heures à l'hôpital pour écarter la possibilité d'une commotion cérébrale. Sophie s'ennuie dans son service. Elle avait dit à sa mère qu'elle passerait la nuit chez son amie, sans parler de l'accident. Comme d'habitude, Sophie essayait de préserver sa mère du stress, même si son état de santé n'était plus préoccupant. Alors que Sophie était allongée sur son lit, parcourant son fil d'actualité,
La porte de sa chambre s'ouvrit avec un grand bruit. Douglas se tenait dans l'embrasure. La tête ébouriffée, l'inquiétude dans le regard. Voyant Sophie le regarder avec surprise, il bondit vers elle et la serra fort dans ses bras. J'avais tellement peur de te perdre, dit Douglas avec sincérité. Une vague de chaleur envahit Sophie lorsque Douglas prononça ces mots avec sincérité. Il tenait à elle. Elle se serra contre lui avec délice. Elle rêvait de ce moment depuis si longtemps. J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose de grave, dit Douglas en se retirant légèrement et en regardant Sophie dans les yeux. J'ai vu une photo de ta voiture accidentée aux informations locales. J'ai reconnu les plaques d'immatriculation. Il était dit que le conducteur avait été emmené à l'hôpital dans un état grave. Je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. J'y vais bien, dit Sophie en souriant. Ils ont un peu exagéré pour que ce soit plus intéressant à lire. J'ai juste une égratignure sur le front. Le médecin m'a fait quelques points de suture, c'est tout. Douglas sourit à son tour. Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus d'intérêt à le cacher. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'embarrasser ou te mettre mal à l'aise. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai développé des sentiments pour toi. Peut-être que c'est quand tu nous as parlé de tes problèmes à la pizzeria ou après que nous ayons organisé ensemble le traitement de ta mère. Je n'en sais rien. Mais tu es la personne la plus sincère, la plus honnête et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Lorsque j'ai appris l'accident aujourd'hui, j'ai eu très peur de te perdre à jamais. C'est une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Sophie lui sourit. Elle trouverait les mots pour exprimer ses sentiments à Douglas, mais pour l'instant, elle savait qu'il pouvait tout voir dans ses yeux. Eh bien, tu te trouves maintenant dans la même situation que ta grand-mère, dit Sophie en souriant. Tu te souviens quand elle a dit à l'arrêt de bus qu'un jour tu la comprendrais. Tu comprendras à quel point cela peut être effrayant pour ce que tu aimes. Ce jour est arrivé. C'est vrai. Les yeux de Douglas s'illuminent d'une lumière joyeuse. Grand-mère, comme toujours, avait raison. Et il en est ainsi pour tout.